Pendant 22 ans, je leur ai économisé 3,2 millions de dollars et mon nom ne figurait même pas dans le rapport. Je suis entré dans le bureau de mon patron et lui ai tendu ma démission. Il est devenu pâle comme du béton et a demandé « C'est une blague ?» J'ai répondu « Vous allez bientôt le savoir. » Vous auriez dû voir la tête de Kevin Morrison quand je lui ai tendu la lettre. Pâle comme du béton frais, la voix tremblante comme celle de mes fils. Adolescent. Il a vraiment demandé « C'est une blague ?» Comme Simon. Silence des 3 dernières semaines n'était pas une réponse suffisante. Mais. Reprenons depuis le début. Je suis Scott Patterson, 47 ans, et j'ai dirigé les opérations chez Patterson Manufacturing pendant 22 ans. J'ai commencé à l'atelier, j'ai gravi les échelons, survécu à 3 changements de propriétaire et à plus de coupes budgétaires que je ne peux en compter. Mon histoire est différente, car il ne s'agit pas seulement d'un type qui se fait avoir. Il s'agit de ce qui arrive quand la loyauté rencontre l'indifférence et que l'expérience est balayée comme les rapports de production d'hier. La salle de conférence sentait encore le café brûlé et la moquette industrielle. Quand j'ai cliqué sur ma dernière diapositive. Projet terminé. Économie 2. Coût verrouillé à 3,2 millions de dollars par an. Efficacité de production en hausse de 35%. Chaque étape franchie en avance sur le calendrier. J'ai regardé autour de la table, comme je le faisais toujours. À moitié réveillé. Des directeurs sirotant leur café, 2 VP en train de scroller sur leur téléphone. Et Kevin, notre PDG, qui régnait en maître comme une sorte d'empereur de l'industrie. Il n'a même pas touché à la présentation imprimée que j'avais préparée. Il a juste hoché la tête, marmonné quelque chose sur une bonne dynamique, et est passé directement aux prévisions trimestrielles. Aucune question, aucun commentaire, aucun « bien joué, Scott ». Juste un décontracté, beau travail d'équipe. Continuons à maintenir cette énergie. Un travail d'équipe, n'est-ce pas? Pour ceux qui suivent le score, voilà à quoi ressemble le harcèlement psychologique en entreprise quand il porte un polo et un pantalon chino. Pendant 18 mois, j'ai porté cette restructuration de l'efficacité, la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement, la consolidation des fournisseurs, et 2 lignes de production défaillantes maintenues à bout de bras avec des heures supplémentaires et mes week-ends. J'ai piloté les renouvellements des contrats automobiles tout en formant 3 nouveaux superviseurs et en documentant chaque processus défectueux laissé par mon prédécesseur. Quand l'équipement tombait en panne, je le réparais. Quand les clients menaçaient de rompre les contrats, je les rassurais. Quand les chiffres ne collaient pas, je les équilibrais moi-même. Et maintenant, mon nom ne figurait même pas dans le résumé exécutif. J'ai vérifié le document après la réunion. Dans les toilettes. Ils avaient listé l'équipe projet comme une simple puce sous la rubrique « Améliorations opérationnelles ». Je n'étais même pas ça. Après la réunion, j'ai croisé Kevin dans le couloir. Il n'a pas soutenu mon regard et a juste dit « On fera le point au prochain trimestre ». Ouais, bien sûr, ai-je répondu, en continuant de marcher comme si j'étais un rappel de calendrier qu'il avait déjà ignoré 2 fois. Je n'ai rien ajouté, car le fichier était déjà enregistré sur mon bureau. Avis final révisé par le service juridique, daté, signé, relu 3 fois. Je l'avais préparé la semaine après qu'il ait annulé notre réunion mensuelle, puis envoyé un email à toute l'entreprise remerciant tout le monde pour le succès du projet, mentionnant chaque chef de département sauf le mien. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de clarté. Une fermeture propre, professionnelle, conforme au RH, et un lieu de travail qui remarque enfin quand quelqu'un leur permet d'économiser des millions. Les fissures ont commencé à apparaître dès ce moment dans le couloir. On sent le changement quand quelqu'un sait qu'une tempête arrive, mais pense encore contrôler la météo. Ils ne savaient pas que je parlais déjà à des chasseurs de tête, que j'examinais déjà des lettres d'offres de 2 entreprises.
concurrente, et que je consultais déjà mon avocat concernant les clauses de non-concurrence. Il pensait que je ferais ce que j'ai toujours fait, sourire poliment. Absorber l'affront et travailler encore plus dur jusqu'à l'épuisement. Mais, cette fois, je ne restais pas assez longtemps pour devenir une mise en garde. Pour le prochain gars. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ne l'ont jamais vu venir. Je leur ai donné 3 semaines pleines, 21 jours ouvrables, en comptant le vendredi où Kevin est parti plus tôt pour sa retraite de direction. Qui impliquait, d'une manière ou d'une autre, du bourbon et un accident de voiturette de golf. Chaque jour, j'attendais le signal sur le calendrier, l'email, l'invitation à prendre un café, n'importe quoi pour montrer que la direction voyait le travail accompli, comprenait le poids que j'avais porté, et avait prévu de le reconnaître. À la place, j'ai eu des hochements de tête. Des hochements professionnels, comme ceux qu'on adresse aux facteurs. Au 15e jour, j'ai vérifié ma fiche de paie. Aucun ajustement, aucune prime, même pas une petite récompense. Juste le même chiffre à côté de mon nom, comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas réussi un projet d'efficacité, 0 défaut, avec 2 trimestres d'avance. Comme si je n'avais pas sauvé 2 comptes automobiles majeurs grâce à un seul appel le week-end, plus long que toute la capacité d'attention de Kevin. Le sol de l'usine a commencé à sembler différent. Les conversations s'arrêtaient quand je passais. Pas parce qu'on parlait de moi, mais parce qu'on ne parlait pas de moi. C'est ce qu'ils ne vous disent pas sur l'invisibilité au travail. Ce n'est pas toujours un exil. Parfois, c'est comme être absorbé par les rouages de la machine. Le 3e lundi, je suis allé voir Suzanne Morrison, l'assistante de Kevin, et j'ai posé la question qui me rongeait depuis des semaines. Des nouvelles sur le calendrier des promotions après le projet. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur. Il a dit qu'il reviendrait vers vous au prochain trimestre. Au prochain trimestre. C'est-à-dire dans 3 mois. Après le lancement du prochain produit que je ne dirigerai pas. En gros, il espérait que je démissionne en silence. J'ai hoché la tête, j'ai dit merci. Comme un bon soldat, et je suis retourné dans mon bureau. Ensuite, j'ai ouvert le dossier intitulé « Quand ils ne le font pas ». À l'intérieur se trouvait le PDF. Je l'avais écrit la nuit où j'avais extrait les derniers rapports de coût du disque partagé. Aucune émotion, aucune colère. Juste une démission déguisée en courtoisie professionnelle. Cher Kevin, je tiens à vous remercier pour les opportunités que j'ai eues au cours des 22 dernières années. Tout était très propre, très approprié. Les RH auraient besoin d'une loupe pour trouver quoi que ce soit de non professionnel. Mais juste au-dessus de ma signature, j'ai ajouté une ligne que je n'avais pas incluse auparavant, bonne chance pour la prochaine initiative. D'efficacité. Je l'ai relu 3 fois, j'ai souri une fois, puis j'ai lancé l'impression. Il existe une sérénité dont les gens parlent après les grandes décisions. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Pas de tempête, pas de drame, juste le silence qui prend enfin tout son sens. Je ne démissionnais pas par colère. J'en avais fini parce qu'ils avaient rendu ma contribution facultative, parce que j'avais réalisé que je pouvais être indispensable et invisible en même temps. Et un travail essentiel sans reconnaissance, ce n'est rien d'autre que du conseil gratuit. Le nom du fichier n'avait pas changé depuis que je l'avais créé, avis final. Révisé par le service juridique. Et maintenant, il était temps de le remettre. Kevin prenait toujours son café à 8h45, comme une horloge. Une crème, de sucre, dans la tasse de l'entreprise qu'il avait héritée du précédent PDG. Juste avant qu'il ne l'expédie au conseil stratégique. Il aimait la routine. Il aimait le contrôle. Il aimait l'illusion d'être un leader respecté sans avoir eu besoin de le mériter. Alors ce mardi matin, pendant qu'il remuait sa tasse avec ce petit mouvement de poignet arrogant,
Je suis entré dans son bureau et j'ai posé l'enveloppe sur son bureau. Pas de discours, pas de drame, juste une phrase. Vous voudrez lire ceci avant la réunion de production. Ses yeux ont fait l'aller-retour de l'enveloppe vers moi, puis sont revenus. Il a plissé les yeux comme si je venais de lui remettre une convocation au tribunal. Je n'ai pas attendu. Je me suis retourné, je suis sorti de son bureau. Et j'ai laissé le silence me suivre dans le couloir comme une ombre que je n'avais plus besoin de porter. La porte a claqué derrière moi, puis un battement. Attends, c'est une blague? Voilà, la faille dans la performance. Sa voix était assez forte pour rebondir sur les cloisons vitrées. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas bronché, j'ai continué à marcher devant le stagiaire qui faisait semblant de ne pas écouter, devant le responsable des RH dont les yeux ont brièvement croisé les miens. Mon badge a émis un bip au scanner de sortie au moment même où les pas de Kevin ont frappé la moquette derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière, car ma décision n'était pas ouverte à la discussion. Ce n'était pas une négociation. C'était une fermeture qu'il n'avait pas méritée. Le droit de retarder. Dans mon camion, j'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que la copie envoyée au RH était bien partie. C'était le cas, objet, avis. Formel Scott Patterson, pièce jointe, avis final révisé par le service juridique. Et à l'intérieur de ce fichier, dans le dernier paragraphe, juste après avoir remercié l'équipe pour les opportunités d'apprentissage, figurait une ligne qui allait faire basculer la journée de Kevin dans le chaos. Conformément à la politique de l'entreprise, je ne transmettrai aucune connaissance institutionnelle au-delà du préavis standard de 2 semaines. Tout le travail est documenté. Je ne leur devais rien de plus. J'étais déjà resté tard quand personne ne le demandait, j'avais déjà formé des superviseurs alors que mon propre titre restait gelé. J'avais déjà réparé ce que les autres avaient cassé, sans crédit ni compensation. Maintenant, ils auraient exactement ce qu'ils avaient donné, le minimum requis. En quittant le parking, j'ai entendu mon téléphone vibrer avec des appels manqués. Trop tard. Ils pensaient que je serais reconnaissant pour des miettes. Loyal malgré la négligence, patient jusqu'au prochain cycle budgétaire. Ils avaient oublié qui avait construit les systèmes sur lesquels ils étaient debout. Et ils étaient sur le point de découvrir ce qui arrive quand la fondation s'en va. Dès jeudi, ils étaient déjà en train de paniquer. J'ai reçu le premier SMS à 9h15 de quelqu'un de l'équipe de production, « Hey Scott, aurais-tu par hasard la dernière feuille de contact des fournisseurs? Il manque quelque chose dans le dossier partagé. » 5 minutes plus tard. Aussi, quelle est la séquence correcte pour le changement de ligne? La documentation semble incomplète. Je n'ai pas répondu. Mon téléphone continuait de recevoir des notifications, mais seulement parce que je n'avais pas encore pris la peine de les désactiver. Je les regardais s'accumuler comme des signaux de panique numérique. 35 messages non lus en moins de 2 heures. L'ironie? La plupart de ces gens ne m'avaient pas contacté directement depuis des mois. Mais maintenant, avec Kevin tournant dans son fauteuil de direction comme un père de famille essayant de réparer une imprimante pendant les playoffs, j'étais soudain redevenu indispensable. Trop tard. Ils ont essayé de reproduire mes protocoles d'efficacité en utilisant un manuel de formation vieux d'un an trouvé dans les archives. Il était obsolète avant même d'être imprimé. La matrice des fournisseurs qu'ils utilisaient faisait encore référence à des entreprises que j'avais remplacées il y a 8 mois. Le système de suivi des coûts, que j'avais construit sur mesure avec 3 niveaux d'approbation et des rapports automatisés, ne fonctionnait pas correctement car, surprise, quelqu'un avait supprimé mon accès système lundi. Alors maintenant, ils avaient de beaux tableurs sans aucune donnée réelle. Dessous. Dans l'après-midi, j'ai eu droit au clou du spectacle. Une capture d'écran de Ryan Foster, le superviseur junior que je mentorais. Cela venait du
Chat de l'équipe de production. L'un des nouveaux avait posté, quelqu'un sait. Où se trouve le calendrier de maintenance? Le manuel dit dossier M7, mais je ne trouve pas l'accès. M7. Pauvre gamin. M7 était l'abréviation de « septième erreur de Morrison, ma blague privée ». Après avoir passé un week-end à démêler un désastre qu'un précédent consultant en efficacité avait laissé derrière lui avant de sauter dans une start-up logistique vouée à l'échec, le dossier n'était étiqueté M7 nulle part. Il était imbriqué sous « protocole hérité sauvegarde V2 » dans un répertoire crypté que je maintenais localement. Bien sûr, il ne pouvait pas le trouver. Bien sûr, personne ne s'en souvenait. Car quand vous êtes celui qui attrape toujours les pièces qui tombent, les gens oublient que la gravité existe. Et pourtant, je suis resté silencieux. Aucune réponse, aucun secours. Non pas parce que je voulais qu'ils échouent, mais parce que le silence est un type de réponse à part entière. Le genre que vous choisissez quand votre travail est loué en privé et oublié en public. Le genre qui dit, si vous ne valorisez le moteur que lorsqu'il arrête de tourner, vous ne méritez jamais le mécanicien. Le CO a envoyé une invitation à une réunion ce soir-là, 15 minutes pour discuter des protocoles de transition. J'ai refusé. Je n'avais rien à discuter. J'avais déjà construit les systèmes. Ils étaient juste en train de réaliser ce qui arrive quand la seule personne qui savait comment tout était connecté finit par lâcher prise. L'appel de direction du vendredi avait déjà 25 minutes de retard quand Kevin a enfin rejoint. Sa cravate était de travers, probablement à cause de la précipitation, et sa vidéo ne cessait de couper comme si même Zoom ne voulait pas gérer sa présence. Quelqu'un a essayé de briser la tension avec une blague sur la loi de Murphy. Personne n'a ri. Le rapport de production qu'il a partagé à l'écran semblait faux. Les métriques étaient obsolètes, les évaluations d'efficacité n'avaient aucun sens, et deux initiatives majeures, la préparation de l'audit du T4 et la transition des fournisseurs, avaient tout simplement disparu, comme si personne ne lui avait jamais dit qu'elles existaient. Sauf que je l'avais fait à plusieurs reprises, en réunion, par email, dans la présentation que j'avais donnée il y a 3 semaines, la même présentation qu'il avait survolée une fois. Avant de dire « super travail d'équipe » et de passer au point suivant. Maintenant, il était là, à faire semblant de diriger le navire tout en agitant une vieille carte et en espérant que personne ne remarquerait que nous étions déjà hors course. Puis le moment est arrivé. La CO s'est penchée en avant lors de l'appel, sa voix comme de l'acier enveloppé de velours. « Kevin, je regarde le tableau de bord et je ne vois pas les métriques d'efficacité mises à jour. Pour la restructuration manufacturière. Où sont-elles enregistrées ?» Kevin a cligné des yeux, a cliqué partout, s'est agité sur son siège. Ça devrait être dans le dossier projet, a-t-il dit, essayant de paraître décontracté. Ce n'était pas le cas, car il n'y avait pas de dossier de projet unique. Ce dossier vivait sur mon disque local crypté, mis à jour chaque semaine, compilé chaque mois, et synchronisé avec le serveur sécurisé que seul je maintenais. Un disque que j'avais effacé dès que mon badge a été désactivé, selon le protocole de l'entreprise. Je n'étais pas vindicatif. J'étais conforme. La politique de l'entreprise était claire, les systèmes maintenus personnellement, les bases de données, les outils et les archives locales doivent être supprimés ou formellement transférés avant le départ. Je m'étais conformé aux 2 points. Rigoureusement et selon les règles, mais Kevin ne lisait pas le livre. Il survolait les résumés, déléguait les détails et supposait que le dossier réapparaîtrait par magie comme il l'avait toujours fait. Comme moi. Il a balbutié quelque chose sur le fait de faire un suivi plus tard, a essayé de pivoter vers les projections du prochain trimestre, mais les dégâts étaient faits. Le silence lors de cet appel n'était pas une attente polie. C'était le silence d'une prise de décision. Je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. En 1 heure.
Ryan m'a envoyé un SMS, qu'est-ce que tu leur as laissé comme héritage? Kevin est en train de craquer. Je n'ai pas répondu. Pas par suffisance, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Rien qui n'avait déjà été documenté. Sauvegardé, transféré correctement et validé. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un email formel du service juridique. Bonjour Scott, je confirme juste que vous avez supprimé tous les systèmes maintenus personnellement lors de votre départ, conformément à la politique de l'entreprise. J'ai répondu 10 minutes. Plus tard, oui, selon le protocole de départ standard. Faites-moi savoir si vous avez besoin de la liste de vérification de conformité. Pas de point d'exclamation, pas de smiley, juste le dossier clair d'un homme qui avait fait son travail, documenté son ouvrage, et qui était parti avant que la pourriture ne l'atteigne aussi. Parce que le silence n'est pas toujours l'absence de son. Parfois, c'est là. Preuve que vous avez déjà dit tout ce qui comptait assez fort la première fois. Le lundi matin a commencé avec une alerte système globale qu'il pensait n'être qu'un bug, jusqu'à ce que chaque tentative d'exécuter le rapport d'efficacité mensuelle échoue. Échec complet. Le système automatisé s'est bloqué à 12%. Les journaux de production se sont figés. Et à 8h30, le directeur de l'usine répondait aux appels furieux de 3 clients majeurs demandant où était leur confirmation de livraison. Il s'avère que lorsque vous videz un système d'efficacité construit par une seule personne sans jamais apprendre comment il fonctionne réellement, il a tendance à vous mordre fort en retour. Les identifiants d'accès avaient expiré pendant le week-end. Il supposait un renouvellement automatique car tout fonctionnait simplement avant. Mais le renouvellement automatique n'était pas automatique. Il était déclenché manuellement chaque dimanche soir par un script sécurisé que j'avais construit pendant la crise des fournisseurs l'année dernière. Une crise que j'avais traversée pendant 3 week-ends consécutifs pour la résoudre. Une crise que Kevin n'avait même jamais reconnue. Donc, sans le déclencheur de renouvellement, toute la chaîne d'authentification s'est effondrée. Ensuite est venu le vrai chaos. Les contrats des fournisseurs, disparus. Pas perdus, juste pas là où ils pensaient qu'ils seraient. Parce que quelqu'un, probablement en paniquant plus tôt dans la semaine, avait réorganisé les fichiers partagés sans comprendre ce que la moitié d'entre eux faisaient. J'avais tout étiqueté clairement, mais quand vous pensez que la fait de l'organisation s'occupera de votre réflexion, même un dossier appelé « Ne pas déplacer les masters fournisseurs » semble facultatif. Et puis, comme si le système voulait marquer le coup, le suivi de l'efficacité automatisé a exécuté sa mise à jour prévue pendant le week-end. Il s'est écrasé. De manière spectaculaire parce que le script référençait toujours mes identifiants utilisateurs, ceux que j'avais désactivés dès que ma démission était devenue effective. Des tickets au service d'assistance ont inondé le système. Avant 9h45, internes, externes, interdépartementaux. Même le directeur de l'usine a appelé Kevin directement, demandant si tout le système de suivi de la production était compromis. Kevin a naturellement essayé de tout outrepasser manuellement. C'est là qu'il a rencontré le mur de sécurité que j'avais construit de mes propres mains. La commande d'Override a échoué. Le système a renvoyé un seul message, magnifique et brutal, utilisateur S. Patterson résilié. Réinitialisation administrative requise. La réinitialisation administrative était mon idée, quelque chose pour lequel je m'étais battu après qu'un entrepreneur ait presque supprimé les données de production en direct avec une commande négligente. Je les avais prévenus que contourner les protocoles de sécurité n'était pas seulement risqué, c'était négligent. Kevin avait appelé ça « superflu », mais l'avait approuvé quand même parce que la compagnie d'assurance aimait la façon dont je l'avais expliqué pendant l'audit de sécurité. Maintenant, il était verrouillé hors de son propre système. Par un protocole de sécurité qu'il n'avait jamais compris, construit par un homme qu'il avait oublié de reconnaître, et je n'étais pas là pour regarder tout
Cela brûlait. Ai-je célébré? Non. J'ai versé mon café, je me suis assis sur ma terrasse, j'ai regardé la brume du matin rouler sur le quartier. Quelque part dans cette usine, des gens paniquaient. Des cadres appelaient en urgence depuis leurs vacances. Des ingénieurs essayaient de faire de l'ingénierie inverse sur des systèmes construits à partir de 22 ans d'expérience et de résolution de problèmes le week-end. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, voilà le son des conséquences qui résonnent dans un bâtiment qui avait l'habitude d'ignorer ma voix. Pas de colère, pas de revanche, juste de l'ingénierie qui fait ce pourquoi elle a été conçue, se protéger de la négligence, même si cela signifie se protéger. 2. Le mardi matin a apporté un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais qui c'était. Les RH. Son ton était prudent, presque apologétique, comme si elle avait tiré la courte paille en traitant mon dossier. Bonjour Scott. Kevin aimerait vous parler. Il espère que vous envisageriez de revenir temporairement juste pour aider à fluidifier la transition. J'ai souri. Dans mon café. J'apprécie l'appel, ai-je dit, mais j'ai déjà transmis tout. Ce qui était le mien à transmettre. Tout est documenté. Elle s'est raclée la gorge. Il espère obtenir des conseils pratiques. Peut-être juste une semaine. Ou 2. Bien sûr qu'il l'espérait, car maintenant l'usine saignait et les pansements ne tenaient plus. Parce qu'ils avaient réalisé qu'un travail d'équipe ne signifie pas grand-chose quand personne dans l'équipe ne sait où les fils se connectent. Parce que soudain, l'homme dont ils avaient oublié d'inclure le nom dans le résumé était le seul capable d'expliquer comment ne pas couler le navire. Je ne suis pas disponible pour cela, ai-je dit. Je suis parti proprement, à temps, et selon le livre. Il y a eu une pause. Envisageriez-vous un arrangement de consultation? Quelques heures plus tard, Kevin lui-même a appelé. Sa voix était trop enjouée, comme un vendeur qui sait qu'il a déjà perdu. Et Scott, heureux qu'on ait pu se connecter. Écoute, je pense qu'on est parti du mauvais pied après le projet. J'adorerais te faire revenir quelques semaines juste pour aider l'équipe à se situer. Je peux t'offrir une augmentation de 25%. Je n'ai rien dit. Il a comblé le silence. Ok, 40% et un titre de directeur, totalement en télétravail. Tu serais de retour dans le système cet après-midi. J'ai laissé l'offre planer, puis j'ai répondu. Platement, Kevin, ça n'a jamais été une question d'argent. Silence. Vous avez manqué le moment, ai-je continué. Pas le paiement, le moment. Il a essayé de pivoter. Il a parlé de reconstruire la confiance, de contribution précieuse, de vision à long terme. C'est là que j'ai coupé. Vous vous souvenez de la documentation d'efficacité, ai-je demandé. Bien sûr, elle était dans le système partagé que j'ai transféré il y a 4 semaines. Vous avez supprimé mon accès le jour même où j'ai soumis mon préavis. Donc, les protocoles fournisseurs, les calendriers de maintenance, les algorithmes de suivi des coûts, tout est dans ce système. Une autre pause, plus longue cette fois. Ce que j'ai entendu dans son silence n'était pas de la colère. C'était la réalisation creuse que l'effondrement n'était pas accidentel. C'était structurel, construit sur ses choix. Je vois, a-t-il finalement dit. Je n'ai pas proposé de réparer quoi que ce soit. Je n'ai pas proposé d'aider. Je ne lui devais rien. J'avais tout fait correctement, donné un préavis, documenté les processus, déposé des rapports propres, supprimé les systèmes personnels, signalé les risques, même offert un soutien à la transition avant de partir. Et ils avaient quand même choisi de me rendre invisible. Maintenant, ils s'étouffaient avec les conséquences de leur propre aveuglement. Et espéraient que je serais assez sentimental pour les sauver. Mais je n'étais pas sentimental. J'étais libre. Et Kevin apprenait à ses dépens ce qui arrive.
Quand l'homme qui faisait tourner la machine décide qu'il n'est plus intéressé par l'entretien de pièces qui ne lui ont jamais donné de crédit. Refus clair, pas de seconde chance, et pas de taux de consultation pour réparer. Un ego. J'aurais pu les laisser s'autodétruire complètement. Les laisser se débrouiller avec des recherches Google et des manuels obsolètes, mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que Ryan Foster méritait mieux. Ryan avait été mon ombre pendant 2 ans. Il est arrivé tout droit de l'IUT, vert comme l'herbe d'été, mais 2 fois plus avide. Il posait les bonnes questions, restait tard pour comprendre comment je construisais les calendriers de maintenance, prenait des notes comme s'il savait que chaque détail pourrait avoir de l'importance un jour. Je lui ai appris plus que n'importe quel manuel de superviseur ne le couvrait, comment construire des systèmes en silence, comment défendre son travail sans avoir l'air sur la défensive, comment documenter pour un futur dont vous pourriez ne pas faire partie. Quand la poussière est retombée après mon départ, il était le seul nom que je leur ai donné. Je savais qu'il l'appellerait. Je savais aussi que Ryan ne dirait pas juste « oui ». Avant d'accepter leur offre, il m'a envoyé le projet de contrat qu'ils avaient proposé. Ça a l'air standard, lui ai-je dit. Trop de responsabilités, trop peu d'autorité. Il a appelé cette nuit-là. Il le voulait comme responsable des opérations par intérim. Contrat de 6 mois. Kevin dit qu'il est ouvert à la négociation des conditions. Alors, je l'ai coaché, je lui ai dit exactement ce qu'il fallait exiger. Contrat à durée déterminée, aucune clause de prolongation sans son initiative. Autorité de signature sur les décisions des fournisseurs, double accès sur tous les systèmes critiques. Métriques de performance liées à ses recommandations. Pas aux problèmes hérités ou une clause garantissant une attribution complète. Dans tous les résultats publiés. Oui, même les petits caractères. Il a réécrit leur offre de 0 et l'a fait glisser sur la table de conférence comme un homme qui connaissait sa valeur. Ils l'ont signé le lendemain. Juste comme ça, Ryan est entré dans ce bâtiment non pas comme un remplaçant désespéré, mais comme la seule personne capable de démêler le désordre que Kevin prétendait inexistant. Dès son premier jour, il m'a envoyé un SMS, « Ça te dérange si j'utilise ton modèle de maintenance ?» J'ai répondu, « Utilise tout. Mais juste ton nom. » Dessus. Il a écrit en retour, « Comment je devrais appeler le nouveau système ?» Le tien, ai-je répondu. Je ne lui ai donné qu'un seul vrai conseil après. Ça, n'attends jamais la reconnaissance. Construis ton levier, puis utilise-le. Quand ça compte. Sinon, ils vous garderont en arrière-plan jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'eux. Quelqu'un à blâmer. Il a compris. Ryan n'allait pas faire la même erreur que moi, en supposant que la loyauté serait récompensée ou que la direction remarquerait un jour la personne qui tenait tout ensemble. L'ironie ? Kevin siège maintenant aux réunions de production. Ryan les dirige, se présente avec sa caméra éteinte, son micro coupé, faisant semblant de contribuer pendant que Ryan fait ce que je faisais autrefois. Seulement cette fois avec une réelle autorité décisionnelle. Ryan m'a dit que Kevin n'a pas interrompu une réunion une seule fois. Pas depuis le jour où Ryan a ouvert avec « Nous utiliserons les protocoles Patterson comme base jusqu'à nouvel ordre ». Il ne l'a pas dit comme un hommage. Il l'a dit comme une pratique standard. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas d'éloge, pas de cérémonie, juste que le travail survive, même si mon nom ne le fait pas. Un mois après que tout se soit stabilisé, j'ai reçu un message. LinkedIn, au milieu d'un mercredi, le genre d'après-midi calme où on ne s'attend à rien d'intéressant. C'était de Nicole Cooper, une ancienne collègue qui gérait le contrôle qualité avant qu'il n'externalise la moitié de son département et appelle ça « optimisation opérationnelle ». Le message disait juste « Kevin a été déplacé vers des projets spéciaux ». Il appelle ça une opportunité latérale. J'ai fixé l'écran pendant 1 seconde. Puis j'ai fermé l'application.
Aucune réponse nécessaire. Traduction de projets spéciaux, il avait été mis sur le banc de touche. Il garderait son salaire, peut-être même son bureau, mais personne ne l'écouterait plus jamais. Il l'avait garé dans un coin du purgatoire d'entreprise jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite ou démissionne. C'est l'équivalent en entreprise du bandé. Pénalité pour les cadres qui ont volé trop près de feux dont ils prétendaient qu'ils n'existaient pas. Et honnêtement, ça avait du sens. Pendant ce temps, le projet d'efficacité pour lequel j'avais saigné, celui qui a été lancé proprement, et sous budget avec des économies de coûts qui ont fait sourire le comptable du conseil d'administration, figure maintenant fièrement en vedette sur le site web de l'entreprise. Transformation opérationnelle innovante, modèle d'efficacité évolutif. 1. Seul nom est listé sous la direction du projet, Ryan Foster. Je n'ai pas bronché. Il l'a mérité. Il savait ce que ça coûtait, il savait combien de nuits j'avais passé à reconstruire des flux de travail à partir de rien parce que les systèmes hérités continuaient de tomber en panne chaque fois que quelqu'un les regardait de travers. Il était là quand je restais tard pour expliquer la documentation aux agents de conformité qui ne comprenaient rien, il était là. Il l'a vu. Alors, s'ils doivent mettre le nom de quelqu'un sur la plaque, je suis content que ce soit le sien. Quant à moi, je travaille depuis un bureau à domicile maintenant. Principalement du conseil en opérations indépendants, quelques audits d'efficacité, quelques conceptions de systèmes pour des fabricants de taille moyenne qui se souviennent encore de la façon de dire merci sans avoir besoin d'une résolution du conseil. Pas de politique de bureau, pas de passage de badge frénétique, pas besoin de faire semblant de s'intéresser aux histoires de pêche du week-end de Kevin avec ses copains d'université. Juste du vrai travail, du vrai respect, une vraie rémunération. Je suis mes heures, j'envoie mes factures, je suis payé, et je passe à autre chose. Parfois, je pense encore à ce moment où j'ai imprimé la lettre de démission. À ce que ça faisait dans mes mains. Final, propre, sans poids. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin d'un bureau d'angle ou d'un titre qui sonne important au dîner mondain. J'avais juste besoin d'un moment où le choix m'appartenait. Parce que quand ce moment est passé, moi aussi. Ces jours-ci, je me réveille quand je veux, je travaille avec des gens qui apprécient ce que j'apporte à la table. Mon taux de conseil est le triple de ce qu'ils avaient l'habitude de me payer, et personne ne remet en question si je le mérite. Et pour la première fois en 22 ans, je n'attends pas que quelqu'un d'autre décide de ma valeur. C'est ce qui a fait toute la différence.